News One, le tam-tam du continent. B-News One, au cœur de l'information. B-News One, le tam-tam du continent. On dit de notre pays qu'il est l'Afrique en miniature. Au centre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sa plus grande richesse, ce sont ses hommes et ses femmes. Nous sommes tous différents, mais ensemble nous partageons le même sentiment. Tous fiers d'être Camerounais. Our country is said to be the embodiment of Africa. Across the center, from north to south, from east to west, its more precious treasures are its men and women. We are all different. Still, we all share the same feeling. We are proud to be Cameroonian. B-News One, le tam-tam du continent. B-News One, au cœur de l'information. B-News One, le tam-tam du continent. On dit de notre pays qu'il est l'Afrique en miniature. Au centre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sa plus grande richesse, ce sont ses hommes et ses femmes. Nous sommes tous différents, mais ensemble nous partageons le même sentiment. Tous fiers d'être Camerounais. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur B-News 1. C'est bien sûr votre programme Obama Time. Nous entamons ce jour une série d'émissions sur la fête nationale du Cameroun qui se célèbre le 20 mai prochain. Covid oblige, il n'y aura pas de parade au boulevard du 20 mai, une parade qui est régulièrement présidée par le chef de l'État camerounais, du moins son Excellence Paul Biya depuis qu'il est au pouvoir. Aujourd'hui, on va d'abord s'intéresser à ceux qui ont contribué à libérer notre pays, les héros de l'indépendance. On parlera particulièrement de Ruben Oumyobé. Qui est-il? Quelle a été son action? Comment a-t-il contribué à libérer notre pays, le Cameroun? On évoquera également ces autres héros qui ne sont pas méconnus, qu'on ne connaît peut-être pas et qui n'ont pas bénéficié peut-être de la même lumière que Ruben Oumyobé. Vous écouterez nos panélistes sur le sujet tout à l'heure. On vous diffusera encore un extrait du discours de Ruben Oumyobé aux Nations Unies. Bien évidemment, vous aurez tout sur la personne de Ruben Oumyobé ce soir. Vous aurez également la possibilité de poser vos questions sur notre page Facebook B-News 1. Vos questions en direct seront posées à nos invités sur le plateau. Ils seront 2 plus 1 avec nous ce soir.
des professeurs d'université et une dame qui est de la famille de monsieur Ruben Oumiobe. Nous avons, mesdames, messieurs, l'honneur, le privilège d'avoir avec nous sur le plateau ce soir le professeur Mathias Eric Onanguini. Il est enseignant de sciences politiques à l'université de Yaoundé 2 à Soie. Il est vice-recteur de l'université de Yaoundé 1. Monsieur le recteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Obama, bonsoir. Je vous vois avec un badge, vous prenez part en... Non, j'ai oublié carrément de l'enlever. C'est Un colloque. un colloque sur l'unité nationale. Sur la téléphonie mobile. Ah d'accord, vous avez été invité. Oui, tout à fait. D'accord, Je suis merci. président de panel. Merci d'être avec nous ce soir, professeur Mathias Eric Onanguini. On va accueillir notre deuxième invité, c'est madame Djeng de Marie, qui est de la famille nucléaire de monsieur Ruben Oumiobe. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur Obama. Nucléaire, peut-être pas, parce que moi j'entends par nucléaire. Proche, bon. Voilà, mais de la famille. De la famille. Du village, du clan. C'est ça. Voilà, merci Pas d'être... nucléaire, ça sonne autre chose. D'accord, merci d'être avec nous sur le plateau. Le professeur Daniel Aboua a attendu quelques soucis peut-être avec le trafic dans la ville de Yaoundé ce matin. Mais allons ensemble, mesdames et messieurs, découvrir le sommaire. Je rappelle qu'aujourd'hui nous parlerons, comme je l'ai indiqué en début, donc de Ruben Oumiobe. Demain nous parlerons des mouvements migratoires au Cameroun et nous verrons comment notre passé est peut-être commun. Ceux qui pensent qu'ils sont divisés verront qu'il y a des traces qui montrent bien qu'on a un passé commun au Cameroun. Et mercredi, nous parlerons des langues. Les langues sont-elles un frein pour notre unité nationale? Jeudi, jour de fête 20 mai, document exceptionnel sur le chef de l'État camerounais Paul Biya, comment il a contribué à consolider et à préserver l'unité nationale au Cameroun. Prenons le sommaire, mesdames et messieurs, surtout derrière. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quand le tam-tam de l'histoire du Cameroun résonne, s'ouvre le livre des souvenirs de la patrie. Dans les annales sont inscrits en lettres d'or les visages des figures de pro de la lutte pour l'unité du Cameroun. Assassinés, pillés, tués pour l'indépendance du Cameroun, il s'agit plus d'un devoir de mémoire en hommage aux combattants de la première heure. Ouverture de la série sur les héros de la nation. Il s'agit entre autres de Ernest Wandi, Douala Mongabel, Martin Paul Samba, Charles Tongana, Ongba Abisogo et naturellement Ruben Oumiobe. Ernest Obama et son panel s'intéressent ce soir à Ruben Oumiobe, l'homme du maquis, fondateur de l'Union des populations du Cameroun UPC, l'homme fort du peuple Bassa. À quelques jours de la célébration de l'unité nationale, à vous les téléspectateurs du tam-tam du continent, Oboussine, Peso Pepong, Mbembe Swen, Diabama, Malam sur le plateau de Bama Time. Bon débat. On tourne sur le plateau, mesdames et messieurs. Merci à Agathe Joly-Binon pour le sommaire. Agathe Joly-Binon, bien sûr, diplômée de l'ESTIC. Hein, c'est un label UNESCO, c'est l'une des meilleures écoles de formation au sud du Sahara. Mesdames et messieurs, je le rappelle que nous serons ensemble jusqu'à 22h30 aujourd'hui. Si vous nous suivez à travers Facebook, vous pouvez poser vos questions en direct à nos invités sur le plateau. Mais on essayera, comme je l'indiquais, donc d'en savoir un peu plus sur la personne de Ruben Oumiobe. Certains se poseront peut-être la question de savoir pourquoi le professeur Mathias Eric Onanguini a été invité. Je vais en une seconde rapidement indiquer que moi-même, jeune étudiant, j'ai flirté avec l'univers ou l'histoire de Oumiobe à l'amphi 700 de l'université de Yaoundé 1 et le professeur Mathias Onanguini était parmi les panélistes et il m'a longuement édifié. J'espère que vous bénéficierez également de cette même connaissance ce soir. Professeur Onanguini, qu'est-ce qu'on peut savoir de manière globale de Ruben Oumiobe? Merci de me donner la parole. Pour la question de la légitimité, hein, si je m'en tiens à certains de mes amis, je serais un tautologue. Un tautologue est donc censé pouvoir parler de tout. Maintenant, pour être plus sérieux et revenir à la personne de Ruben Oumiobe, c'est un homme politique camerounais du XXe siècle qui est né en 1917, je crois. Et
18 et qui a fait ses études dans des écoles protestantes qui ont fortement configuré sa manière de voir le monde, qui lui-même était de confession protestante, qui était d'une famille appartenant au clan Longonde, avec un père qui était un initié traditionnel dans le système Bassa du Mbok, qui, après ses études, a commencé à travailler comme clerc, a été impliqué dans une dynamique associative qui est très importante dans la connaissance de l'histoire politique du Cameroun, notamment du Cameroun dit francophone, parce qu'il a été l'un des membres de la jeunesse camerounaise française, avec d'autres personnalités qui vont jouer un rôle important dans l'histoire du Cameroun, tels qu'André Fouda, Fourongba Nsi, qui a été plus tard ministre puis maire de Yaoundé, tel que Paul Sopo-Priso, qui a été un homme d'affaires, tel que Paul Monté, qui a également été un homme d'affaires important dans les milieux patronaux, tel que Gaston Bélé. Oumniobé, donc, va également interagir avec d'autres personnalités qui joueront un rôle dans la formation d'un premier mouvement, mais d'un mouvement qui n'allait pas aboutir, qui est le RACAM, le Rassemblement Camerounais, qui a été qu'on a essayé de construire en 1946, mais le Rassemblement Camerounais conscient entre 1946 et 1947 échoue. Et comme Oumniobé est déjà très actif, et comme il est également un syndicaliste important, il aura un rôle important dans une organisation syndicale qui accompagnera l'UPC, l'USCC, Oumniobé donc sera très surveillé. Et c'est ça qui a fait que précisément, à la fondation officielle de l'UPC, Oumniobé n'était pas présent. Et on a donc fait porter le dossier à Léonard Bouli, parce que si c'était Oumniobé qui avait porté le dossier lui-même, il y aurait eu plus de problèmes pour que ce dossier de légalisation puisse aboutir. Il a, en tant que syndicaliste, été formé par un personnage important de l'histoire du Cameroun, mais qui n'est pas camerounais, parce que dans la construction de la conscience nationale camerounaise, il n'y a pas que des Camerounais, même entre guillemets, qui jouent des rôles, il y a des étrangers. Qui ont contribué à libérer Non, qui ont contribué à sa formation politique et idéologique. D'accord. Notamment la figure de Gaston Donat. Gaston Donat, c'était un syndicaliste français, proche du Parti communiste français, qui a vécu en Algérie et au Cameroun aussi, et qui a contribué à former une grande partie des premiers syndicalistes camerounais, et qui leur a appris notamment, qui les a initiés au marxisme, à la doctrine marxiste. Parmi ceux que Gaston Donat a formé, il y avait des personnalités comme Charles Assalle, qui sera également l'un des fondateurs de l'UPC, mais qui n'aura pas le même parcours politique qu'Oumniobé par la suite. Oumniobé va donc devenir secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, et il va tout de suite organiser cette formation politique avec un objectif clair, celui d'obtenir l'indépendance. Il n'était pas dans une logique d'autonomie, il était dans une logique d'indépendance. Et le grand talent que personne ne peut contester historiquement à Oumniobé, c'est le talent de la parole. Voilà pourquoi il a mérité le surnom ambassadeur de Mporol, qui veut dire en quelque sorte porte-parole, que certains traduisent souvent par prophète, mais c'est plus celui qui parle, qui porte la parole. Et justement, il sera au cœur d'un plaidoyer juridique et politique pour dire que le Cameroun n'est pas une colonie, que le Cameroun est un territoire qui a d'abord été un territoire sous mandat de la Société des Nations, puis ensuite qui a été un territoire sous tutelle de l'Organisation des Nations Unies. Et que pour le Cameroun, à la fois le Cameroun anglo-britannique et le Cameroun français, on devrait considérer que
le Cameroun doit aller le plus rapidement à l'indépendance parce que ce n'est pas une colonie. Et en cela, Oumyobé et l'UPC ont contribué à formater la conscience politique du Cameroun dans le sens de l'exception. Et ça reste aujourd'hui, même chez les courants politiques qui étaient opposés à Oumyobé, l'idée que le Cameroun, c'est un pays qui a un statut exceptionnel. Devenu donc leader de l'UPC, il va également évidemment rencontrer une forte résistance des milieux coloniaux parce que justement, il n'est pas dans une perspective de collaboration avec l'appareil colonial. Lui, il est résolument orienté vers l'indépendance. Et on va mettre en place une formation politique qui était en réalité destinée à le neutraliser dans son terroir, c'est-à-dire dans la Sanaga maritime. C'est dans cette perspective qu'on va créer notamment l'ESOCAM, l'évolution sociale camerounaise, dirigée par Guillaume Bissek, qui avait pour idée en fait de neutraliser Oumyobé à partir de son foyer. Mais en tentant cela, l'appareil colonial n'avait pas compris la logique politique d'Oumyobé. La logique politique d'Oumyobé n'était pas fondée sur le clientélisme politique de type ethnique. C'était une logique transversale, c'était constitué un mouvement politique transversal qui unifiait les Camerounais, quelles que soient leurs origines ethno-culturelles, dans le sens de la mise en place d'un mouvement national. Et ce terme mouvement national revient dans le lexique politique de l'UPC, et Oumyobé, qui est le grand idéologue de l'UPC, même si par la suite d'autres idéologues importants vont émerger, notamment Castor Ossende Afana, a évidemment contribué à cela. Et il faut dire quelque chose qui est très important. Au début des années 50, Oumyobé est le secrétaire général d'une espèce d'internationale africaine des partis nationalistes, qu'on va appeler le RDA, le Rassemblement démocratique africain, dont le président était Félix Dia Oufoué, dit Félix Oufoué-Boigny, aristocrate ivoirien, on ne parlait pas encore du Côte d'Ivoire, aristocrate de la communauté baoulé, parce qu'il appartenait aux lignées aristocratiques chez les baoulés, qui est un des groupes à camp de la Côte d'Ivoire, et qui, quand il met en place le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, est dans une perspective nationaliste au milieu des années 45. Mais les Français vont le retourner, et en 50, il y a donc divorce entre Oufoué, qui rejoint le milieu des collaborateurs, pour appeler ça comme ça, ou des modérés. Des colons. Oui, ceux qui vont collaborer avec les colons, qui vont accepter les conditions coloniales d'évolution. Il les rejoint et c'est le divorce avec Oumyobé qui était le secrétaire général du RDA. Et Oufoué, souvent s'exprimant, disait que Oumyobé aurait dû le suivre, comme ça il aurait peut-être été président au pouvoir. Donc, puisqu'Oufoué a été président de la Côte d'Ivoire. La popularité du mouvement de l'Union des populations du Cameroun se développe fortement dans les années 50. Et comme c'est un mouvement national, même si ses principaux animateurs ont une orientation fortement nationaliste révolutionnaire, avec une forte influence du marxisme, et à l'époque, comme il y a d'autres mouvements, des mouvements comme le mouvement national Viet, avec Ho Chi Minh, ont largement influencé l'UPC. Il y a un front qui n'est pas qu'idéologique. C'est pour ça qu'au début des années 50, le grand chef Foreke Tchang, Djoumessi Mathias, est président de l'Union des populations du Cameroun. Parce qu'en réalité, Oumyobé a voulu mettre en place un front national, au-delà même des orientations idéologiques, pour revendiquer donc l'indépendance. Mais le grand choc arrive donc et fait que, en 1955, l'Union des populations du Cameroun est donc interdite parce que la logique qui se développe dans l'appareil colonial est complètement différente de celle que Oumyobé veut obtenir. Il y a donc un divorce, une rupture très très brutale parce qu'en réalité, on a obligé l'UPC à aller dans la clandestinité. Et Oumyobé s'était d'abord préparé un combat politique pacifique avec pour arme le plaidoyer, et en cela, son rôle dans la revendication juridique de l'indépendance pour le Cameroun est fondamental. Vous pouvez ne pas aimer Oumyobé d'un point de vue idéologique,
La vérité historique est là. Ce personnage a construit idéologiquement sur une base rationnelle et une très grande intelligence l'argumentaire qui devait justifier l'indépendance du Cameroun. Il est donc obligé de passer à la lutte armée, mais en réalité, par tempérament et par orientation, ce n'était pas son affaire, mais il est contraint de passer à la lutte armée et 3 ans plus tard, malheureusement, il est tué. Il est tué et il y a 2 versions. Il y a une version officielle qui dit que Oumiobe est mort à Libelingoi, qui est un village autour de Boumiébène, à la suite d'un accrochage avec une colonne de soldats commandés par des officiers français et essentiellement constitués de Tchadiens. Et d'ailleurs, il y a une version populaire qui dit qu'à l'occasion de cette mort, Oumiobe aurait prononcé une malédiction contre les Tchadiens, en disant, comme c'est vous qui m'avez tué, votre pays ne sera jamais en paix. Mais ça, ce sont les mémoires construites. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il n'y a pas des écrits là-dessus. Il n'y a pas des écrits là-dessus, mais c'est quand vous connaissez les milieux sociaux dans lesquels Oumiobe a conduit son action, particulièrement dans le maquis, cet élément-là, même s'il est de l'ordre de la représentation, revient. La deuxième version, qui est la moins connue, la première par exemple est présentée dans les travaux d'Achille Mbembe sur l'UPC. La deuxième version, c'est qu'en fait, Oumiobe n'aurait pas été tué à Libelingoi. Oumiobe aurait été capturé et il aurait été amené à Yaoundé pour qu'on négocie avec lui, pour savoir s'il allait changer de position et accepter un compromis avec l'appareil colonial et avec l'administration, disons, contrôlée par l'appareil colonial et le gouvernement Ahidjo, puisque en février 58, Ahmadou Ahidjo, qui était vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, remplace André-Marie Mbida dans une espèce de coup d'État à la fois bureaucratique et parlementaire. Et donc, il devient donc Premier ministre et c'est lui qui prend donc en charge le Cameroun qui est autonome depuis février 1957. Voilà un peu le personnage qui, au moment où il est donc tué, devient un mythe politique, non seulement pour le Cameroun, comme certains Camerounais ont tendance à le croire, mais pour un ensemble de mouvements politiques africains. Et Nelson Mandela, qui sera le grand leader de l'African National Congress, a bien dit que l'ANC, qui est un vieux parti, pour se renouveler dans les années 50 à 60, s'est inspiré de l'UPC pour comprendre pourquoi un mouvement national tel que l'Union des populations du Cameroun, qui disposait d'une forte popularité, au moins dans une grande partie du Cameroun, et dont les options étaient clairement nationalistes, au-delà des ethnies, n'a pas réussi à prendre le pouvoir. Et Mandela disait que c'est en réfléchissant sur le statut de l'UPC, en même temps que sur celui du FLN, qui va essayer, au début des années 60, de réorganiser l'ANC. Donc il s'est inspiré de l'expérience de Ruben. Oui, il y a l'expérience de l'UPC, il y a l'expérience du Front de Libération Nationale algérien. Voilà en gros ce qu'on peut dire. Alors, on va peut-être, on va vous écouter d'abord, après on ira suivre cet élément sur l'intervention de Ruben Oumiobe aux Nations Unies. Est-ce qu'il y a des éléments que vous voulez ajouter à ce que le prof a dit? Et je souhaite également, peut-être qu'il y a, je vous ai posé la question tout à l'heure en off, on a entendu des histoires, des anecdotes autour du décès de Ruben Oumiobe. J'ai même appris qu'il avait la capacité de disparaître quand on le recherchait. Qu'est-ce qu'on peut savoir de lui, au-delà des connaissances livresques qui ont été présentées par le professeur Mathias Ounangini? Mais je m'en voudrais si je n'ajoutais rien à ce qui vient d'être développé par l'éminent professeur Ounangini, Mathias. Et j'avoue que c'est difficile d'intervenir à sa suite, parce que non seulement j'adhère totalement à ce que je dis, mais je m'en voudrais si je n'y ajoutais rien d'autre. Pour dire que, je vais revenir à votre question, que Oumiobe était un homme d'un charisme sans pareil, du moins au cours de son temps. Il était d'un charisme sans pareil, un homme très peu bavard, c'est ça qu'on nous dit, parce que moi, je suis né
en 1960. Et lui, il meurt en 1958. Donc, je ne l'ai pas connu comme ça. Mais c'est des choses que les parents nous racontaient. Moi, je naquis quand mon père est sous maquis. Ah, votre père a également été sous... Mon père, quand il est sous maquis, avec lui. Donc, c'est au cours de cette période-là que je nais. Donc, on pourrait croire que peut-être je n'étais pas la fille à mon père, mais seul mon père savait que ma mère était enceinte de lui avant que lui n'entre en brousse, comme on dit vulgairement. Donc, il était d'une intelligence sans pareil. Et cela se découvre même dans son milieu scolaire. C'est-à-dire que c'est pendant donc sa période scolaire que Gaston Donat le découvre. Du moins, il n'a pas beaucoup fait l'école, hein, compte tenu de l'environnement social qui était le sien. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel il vivait qui ne lui était pas forcément favorable pour les études, parce qu'il nous a dit que par moment, il composait, il partait de la maison et allait composer ses diplômes, je pense au CEP, je pense au brevet d'études primaires, il allait composer et il réussissait. Et il était fonctionnaire, le professeur a dit tout à l'heure, des PTT, c'est ça? De la Poste. De la Poste. Voilà, il était fonctionnaire à l'époque. Et c'est là où Gaston Donat le découvre effectivement, parce qu'il rencontre quelqu'un de très intelligent. Vous savez, le blanc, quand un noir est intelligent, il le sait, il le reconnaît. Donc c'est là où il le découvre. Et bon, lui, Gaston Donat étant donc secrétaire d'un mouvement syndical, d'une formation pas réussi. Et alors, il naît donc dans les esprits, les velléités, n'est-ce pas, de création d'un volet politique, n'est-ce pas, qui va venir seconder le volet syndical. Voilà, le mouvement syndical. Et alors, voilà comment, en 1948, l'UPC naît. Bon, le professeur a dit tout à l'heure, et moi j'ai toujours appris ça, entendu ça, que le père Ruben Nyoben n'était pas à la création. C'est vrai. Mais son charisme a fait que... Et puis ce n'est pas lui qui crée, c'est pas lui qui crée l'UPC. Non, c'est pas. C'est lui. Il ne se présente pas parce que de peur de représailles. C'est lui qui porte le projet, mais il utilise un prête-nom. Voilà, mais il se met en bac office pour ne pas amener les forces de ce moment-là à bloquer les choses. Voilà. Donc, le mouvement est lancé. Et d'ailleurs, je m'inscris en faux. Hein, j'ai suivi un reportage d'une dame là tout à l'heure, que Oum Nyoben, l'homme fort du peuple Bassa, mais c'est pas vrai. C'est l'homme fort du Cameroun, l'homme fort de l'Afrique, secrétaire général du RDA en Côte d'Ivoire, ou Fête Boni, qui claque la porte. Hein, voilà.
Le professeur a expliqué, a développé tous ces arguments parce que Houphouët-Boigny veut embarquer tout le peuple africain, n'est-ce pas, dans l'empire colonial. Il dit non. Il claque la porte, il rentre au Cameroun et il crée l'aile RDA du Cameroun. Voilà comment est-ce que... Et il va aux Nations Unies. Quand il va aux Nations Unies, il ne parle pas jeu. Il ne parle pas UPC. Mais il dit, le peuple camerounais m'a mandaté. Il a toujours parlé pour le Cameroun. Il a toujours... Je vais vous raconter une anecdote. Sa première femme, Maman Mata, moi, je cause avec elle tout le temps. Elle m'a dit, ça fait pas longtemps, comme elle est déjà très vieille, que, bon, je vais dire ça en français, que les Blancs venaient ici, ma fille, avec des cantines d'argent. Les Blancs? Que les Blancs venaient ici avec des cantines d'argent, grosses comme ça, venir supplier ton père. Et ton père leur disait toujours, quand je vais prendre votre argent, et le Cameroun, et les Camerounais, que voilà comment ils en avaient marre, ils ont fini par le tuer. Donc, Oumniobé n'était pas l'homme fort des Bassa, ce n'est pas vrai. C'était l'homme fort du Cameroun, l'homme fort de l'Afrique, l'homme fort sur le plan mondial, sur le plan planétaire. Le professeur a parlé de l'Oshimine, de Mpodol, l'Ompodol, il a expliqué. Donc, voilà. Il disparaissait, voilà. C'est vrai ou pas? Question. Bon, dès lors qu'il était de parents initiés, parce que le monde chez nous, on ne sait pas quelqu'un qu'on approche n'importe comment. Il a tout ce pouvoir-là. Moi, je ne peux pas savoir, mais c'est possible. D'accord. Alors, on va peut-être suivre son passage à la tribune des Nations Unies. Mais prof, est-ce qu'on peut dire sans embâche aujourd'hui que Rouben Oumniobé est le père de l'indépendance du Cameroun? Oui. Incontestablement, ça ne peut pas se discuter. Les faits sont là. Dans la multiplicité des partis politiques qui se sont constitués à ce moment, aussi bien du côté de ce qu'on appelait les Cameroun anglophones, Southern Cameroon, Northern Cameroon, que le Cameroun français, s'il y a un leader qui a porté la cause de l'indépendance sans concession, c'est Rouben Oumniobé. Les autres leaders, ils sont venus après coup, c'est-à-dire en fonction de l'évolution des événements. Par exemple, un des grands rivaux d'Oumniobé, qui était André-Marie Mbida, ironiquement, selon certains témoignages, à la fin, ils se sont rapprochés. Et d'ailleurs, il y a une autre version, mais elle est plutôt de l'ordre de la rumeur, qui disait que Mbida a caché Oumniobé pendant un certain temps, au moment où les Français le recherchaient. Donc, sur le point de l'indépendance, c'est-à-dire la recherche de l'indépendance, c'est incontestable. Oumniobé est bien, en tant que le leader de l'UPC, le principal acteur politique camerounais qui l'a fait. Et ce sont ses partisans dans ce qu'on appelle le One Cameroon Party, notamment avec Winston Ntumasa, qui du côté anglophone portait la cause de l'indépendance à travers notamment ce que l'UPC aussi a fait, la réunification. Et l'UPC disait justement que il fallait d'abord réunifier le Cameroun avant d'aller à l'indépendance. Et prof, avec votre permission, ce qui milite même, n'est-ce pas, à la création, à la mise en place, c'est-à-dire d'un groupe d'études, de réflexion avec Gaston Donat, c'était par rapport à la cause du Cameroun. Parce qu'en ce moment-là, il y avait des situations, n'est-ce pas, qui prêtaient à ce qu'une telle organisation de réflexion soit mise en place, dont la division du Cameroun en deux blocs, le bloc anglophone et francophone. D'ailleurs, c'est difficile de parler Oumniobé sans parler de l'UPC. Quand vous prenez les statuts de l'UPC, l'article 1, l'article 1er, vous allez trouver tous les aspects, les aspects sociaux, les aspects humanitaires, politiques, culturels. Et il est dit
qu'il est né un mouvement à vocation de rassembler, qui a vocation de rassembler, d'unir, pour dire que Oumyobé c'était un rassembleur. Oumyobé c'était quelqu'un qui pensait le développement, c'est-à-dire de manière collective. D'accord. Alors, il y a Oumyobé, père des indépendants, c'est vous le confirmez encore, cela a été reconnu d'ailleurs par l'État camerounais, si je ne me trompe pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en 1991, pendant ce qu'on appelle les années de braise, 4 personnages politiques se sont vus reconnaître le statut de héros nationaux. En fait, c'était dans une logique de décrispation. Mais vous savez, le Cameroun vit toujours en fait les effets de cette tension politique et de ce conflit qui vient des années 50. Parmi ces personnalités, il y avait le président Ahmadou Ahidjo, il y avait Rouben Oumyobé, il y avait Roland Félix Moumié, Félix Roland Moumié, et il y avait Ernest Wandi. Donc vous voyez que sur les 4 héros, 3 étaient de la sensibilité de ce que Richard Joseph, un historien américain d'origine trinidadienne, a appelé le mouvement radical, national radical. Et un seul était plutôt de ce qu'on appelle la famille, disons, modérée ou conservatrice, issue du bloc démocratique camerounais. Le bloc démocratique camerounais ayant été fondé par un autre grand personnage qui a eu une influence, on peut en juger comme on veut, soit positive, soit négative sur la politique camerounaise, qui est Louis-Paul Ojoula. Louis-Paul Ojoula, qui est donc le parrain politique qui va créer un certain nombre de mouvements. C'est le parrain d'André Marine Bida, mais ils vont se brouiller autour de certains problèmes. Lesquels? Les problèmes qui étaient liés notamment au rapport à certaines loges. Bida ayant refusé d'entrer dans ces loges, alors que Ojoula le lui avait recommandé. Est-ce que c'est cela qui a coûté peut-être la place à André-Marie Bida? C'est une partie de la réalité. Qu'est-ce qui explique donc Oumyobé, père des indépendants? Pourquoi il a longuement été considéré comme un maquisard? Non, le maquis, en fait, c'est quoi? C'est, comme on dit avec l'adage latin, vae victis, c'est-à-dire malheur au vaincu. Oumyobé, dans la lutte contre l'appareil colonial et ceux qui ont été ses alliés, c'est-à-dire les partis camerounais dits conservateurs ou dits modérés, il a perdu. D'abord, on l'a contraint nécessairement à perdre sur le plan politique parce que l'UPC, ayant été interdite, n'a pas pu s'impliquer de manière durable dans le processus électoral. Ensuite, l'UPC est passé au maquis alors que vraiment les conditions étaient très inégales. Ça veut dire que l'UPC n'avait pas une logistique militaire très importante. Au départ, les maquis, les gens allaient avec des vieux fusils de chasse, avec des machettes, face à des gens qui ont des fusils, mitraillettes et tout le reste. Vous voyez que le rapport de force était très inégal. Donc, c'est ici donc qu'on saisit donc la complexité de la lecture de l'histoire. L'histoire qui voit Oumyobé sous l'angle du maquisard, dans un sens évidemment péjoratif, c'est l'histoire des vainqueurs. Qui sont les vainqueurs en l'occurrence? C'est l'appareil colonial qui a été le premier à combattre Oumyobé, et c'est ceux qui sont les successeurs et en même temps héritiers, parce qu'en fait c'est le mécanisme qu'il y a dans tous les États, même les États révolutionnaires, c'est que les États révolutionnaires, comme dans le cas de l'Algérie, ont remplacé l'État colonial français. Même dans le cas de la Révolution, ils ont hérité des structures politiques qui avaient été créées par la colonisation. Au Cameroun, ce ne sont pas les révolutionnaires qui ont gagné, ce sont les conservateurs qui ont gagné. Et ils ont donc, si vous voulez les appeler les collabos, parce que les étiquettes ne sont pas gratuites. Quand vous dites collabo, c'est péjoratif. Quand vous dites maquisard, c'est péjoratif. Là où vous dites collabo, vous pouvez dire modéré ou conservateur. Là où vous dites maquisard, vous pouvez dire nationaliste. Donc vous voyez que le langage n'est pas innocent dans la manière de lire la réalité historique. Et la complexité historique, c'est de prendre en compte dans ces différentes lectures pour mieux comprendre la situation. Mais quoi que l'on dise au niveau des faits, personne ne peut nier
la place décisive de l'Union des populations du Cameroun dans le mouvement de libération du Cameroun. Ce n'est pas un problème idéologique, ce sont les faits. Ce sont les faits historiques qui sont construits de cette manière. Maintenant, le sens de la lutte va être différent après l'indépendance légale, c'est-à-dire le 1er janvier 60. Celui qui a remplacé Oumou Yobe à la tête de l'UPC, avec un schéma d'ailleurs différent, parce qu'à ce moment, lui, on met beaucoup plus d'accent sur la présidence, alors qu'avant c'était le secrétariat général, c'est le docteur Félix Roland Moumié, qui est un médecin au départ, et qui va progressivement entrer en politique, et où Félix Roland Moumié était très populaire dans les zones du Cameroun où il a travaillé. Il a par exemple travaillé dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud, dans la région de l'Olodov. Il était très populaire. Pourquoi? Parce que c'était un homme extrêmement disponible, et à partir de là, il s'est constitué une image, de telle manière qu'on a dû l'affecter. Vous voyez que la logique de l'affectation disciplinaire ne commence pas aujourd'hui. On a dû l'affecter au nord. Malheureusement, quand il est encore parti au nord, il est même encore devenu aussi populaire là-bas. Et il va donc refuser l'indépendance en disant que c'est une fausse indépendance. Ça veut dire donc que les groupes politico-militaires agissant au nom de l'UPC vont continuer. Mais il y avait un problème parce que Moumié et les principaux dirigeants de l'UPC vont fuir le Cameroun français. Ils vont s'installer dans le Cameroun anglais, mais là-bas, les politiciens camerounais anglophones, étant opposés au One Cameroun Party, qui était un peu une espèce d'antenne de l'UPC, vont intriguer et faire partir les dirigeants de l'UPC, qui seront donc obligés de s'exiler en dehors du Cameroun. Ils sont donc un peu coupés des groupes politico-militaires qui se revendiquent d'eux sur le terrain. Et ces groupes-là vont se développer après donc ce qu'on a appelé entre guillemets le maquis dans la Sanaga maritime, dans le terroir Bassa. Le relais sera pris dans l'ouest, dans ce qu'on appelait à l'époque le Bamileke. Et c'est là où vont se créer d'autres groupes qui vont prendre la succession du comité national d'organisation, le CNO, qui était l'aile militaire de l'UPC, qui accompagnait Oumou Yobe dans le maquis et qui était dirigé par Nyobe Pandjok. Il y a donc, ils vont apparaître donc le SNNK, le Sinistre National Camerounais, la LNK, l'Armée de Libération Nationale du Cameroun, et vous aurez donc d'autres figures qui vont essayer de continuer. Le maquis va se résorber dans la Sanaga maritime, mais il ne va pas disparaître. Malheureusement, à partir des années 60, comme il n'y a plus, en raison de la forte pression, comme il n'y a plus un fort encadrement politique, une partie de ce maquis va donc glisser vers le banditisme. C'est un phénomène connu dans les luttes armées. Vous voyez simplement ce qu'on appelle aujourd'hui la crise anglophone. Vous voyez bien qu'une bonne partie des gens qui sont entrés dans la clandestinité armée, soi-disant pour obtenir l'indépendance de l'Ambazonie, sont devenus des bandits. Parce qu'en réalité, ils n'avaient pas l'encadrement politique nécessaire pour assumer un combat politique. Donc, la bataille entre l'UPC et le gouvernement Ahidjo va durer jusqu'en 71. Et symboliquement, donc, la fin de la lutte pour le pouvoir, c'est quand Ernest Ouandie, qui est le dernier leader historique de l'UPC, est capturé en 69 et il est jugé en 70 et exécuté en 71 à Bafoussam. Voilà un peu. Alors, vous avez cité Félix Moumié, Ernest Ouandie, aussi Abel King. C'était voilà, ceux qui ont accompagné Oumou Yobe dans la... Oui, après il y a une deuxième génération qui va se former au Ghana. On parlera de cette génération. Voilà. Je voulais, puisqu'on parle des indépendances, régulièrement on parle du massacre en pays Bamileke qui était également lié aux indépendances. Comment ce massacre survient et pourquoi spécifiquement là-bas? Non, en fait, dans la lecture des événements, il faut faire attention parce que les gens déforment beaucoup l'histoire. Si vous prenez le maquis de l'UPC, c'est-à-dire la lutte armée pratiquée par l'UPC,
à laquelle Oumyobé et ses lieutenants sont contraints à partir de 1955, n'a jamais pris un visage ethnique. Ce n'est pas une lutte ethnique. Les fronts seront dans la Sanaga maritime, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui Nyon Ekele et la Sanaga maritime. C'était ça l'ancienne Sanaga maritime. Ce sera dans le Bamileke. Le Bamileke, c'est la partie de la région de l'Ouest qui correspond donc aux communautés dites Bamileke. Ce sera en pays Banen. Ce sera à Douala et à Yaoundé. Mais il est clair qu'en termes d'ancrage, les zones fortes du maquis, c'est d'abord le pays Bassa, mais il y aura une forte répression. Et il y aura une démobilisation, la démobilisation quand Oumyobé sera abattu. Le maquis en pays Bassa va s'affaiblir. Et c'est là où je vous ai expliqué que le relais sera pris par d'autres figures. C'est là où on a parlé de figures comme Paul Momo, comme Tamé Soumedjon et autres, qui seront donc les chefs des mouvements armés de l'UPC dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ouest. Mais à Yaoundé, par exemple, vous avez entendu parler de Foué Gorgon. Foué Gorgon a été le chef des maquis qui luttaient. Et à Yaoundé? Il y avait des maquis à Yaoundé. Il y avait des maquis à Douala. Il y a des affrontements, par exemple, en permanence à Douala, où les militants armés de l'UPC ont des accrochages avec les forces de l'ordre colonial. Les maquis dans la région Banen, par exemple, étaient développés, tout ce qui correspond aujourd'hui à une partie du Mbam et Noubou, et surtout du Nkam. Il y avait des maquis là-bas. Donc les maquis de l'UPC ont une forte extension. Puis, l'UPC, avec la deuxième génération de dirigeants, va créer d'autres maquis. On va créer le maquis de Djoum. C'est là où il y a une figure donc comme Nguo Wungli Masaga, alias commandant Kisamba, qui va opérer. Et il y aura un maquis du côté de Yokadouma. Et c'est dans ce maquis qui est apparu vers les années 65-66 que Castor Osende Afana sera exécuté. Voilà un peu la distribution des maquis, dont les maquis ont été principalement en pays Bassa, si on peut dire ça comme ça, en pays Bamileke, à Douala, à Yaoundé, en pays Banen, dans une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le Nyon Esso, c'est-à-dire dans le centre, dans une partie de ce qu'on appelle le sud, notamment dans la région de Djou, et dans une partie de l'est. Et vous ne voulez pas parler, il n'y a pas eu de massacre en pays Bamileke lié aux indépendances? Non, il y a eu des massacres, c'est-à-dire en fait... Ce n'était pas seulement dans le pays Bamileke. Non, parce qu'en fait, pourquoi je vous dis de faire attention? Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui reconstruisent l'histoire. Et qui reconstruisent l'histoire avec des grilles ethniques. C'est-à-dire pour expliquer, par exemple, que le génocide, entre guillemets, c'est un génocide bamileke. Non. Ça, c'est une reconstruction historique. C'est des... Bon, on ne peut pas établir que ce soit un génocide, mais ce qui est sûr, c'est au moins des crimes de guerre. Et d'importants crimes de guerre avec des massacres. Est-ce qu'ils ont été mais les groupes, les groupes qui donc sont victimes de la violence donc de l'État colonial, puis de l'État postcolonial qui veut instaurer l'ordre, n'agissent pas dans une logique ethnopolitique. C'est-à-dire n'agissent pas avec un programme pour défendre des communautés particulières. Ils sont dans une revendication nationaliste. Un combat national. Et ce qu'il faut dire aussi, si l'UPC a subi donc cette répression, l'UPC aussi a eu qu'à commettre des violences. Il y a par exemple une personnalité comme Delangue et Mpuma qui ont été tués lors d'une campagne électorale dans la région, disons, des Déa. Donc, c'est l'un des problèmes qu'il y a avec les mouvements de lutte armée, c'est que quelle que soit la légitimité de leur cause, à partir du moment où ils recourent aux armes, ils sont aussi susceptibles de commettre des exactions. D'accord. On reviendra à Oumyobé et puis là, on va également prendre la parole. Vous avez dit qu'en 91, je n'ai pas dit, c'est ce qui est. En 91, l'État camerounais a reconnu quelques héros nationaux, parmi lesquels Amadou Ahidjo. Et quand je vous écoute parler, j'ai du mal bon, je me trompe peut-être. Quel a été le rôle d'Amadou Ahidjo dans les indépendances du Cameroun? Amadou Ahidjo, son rôle fort dans l'histoire du Cameroun, c'est la construction de l'État.
Constitution de l'État. Oui. Après l'indépendance. Après l'indépendance. Est-ce qu'il a contribué à aider Il le n'a pas Cameroun? contribué de manière centrale à l'indépendance. Mais, comme dans le rapport de force, son groupe politique a gagné face à l'UPC, c'est ce groupe qui a pris le contrôle. Et c'est ça qui crée une espèce de ressentiment chez l'UPC, qui est un peu ce que j'appelle le complexe de la rente manquante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit que l'UPC dit que non, nous vraiment, on s'est battu pour avoir l'indépendance et c'est d'autres qui ont pris le pouvoir. Vous comprenez? Je comprends. Voilà. Donc le rôle d'Ahmadou Ahidjo, ça a été essentiellement de construction de l'État. C'est ça son rôle fondamental. Alors, ce que je ne comprends pas, est-ce que Ahmadou Ahidjo a combattu oui ou non Oumyobé? Oui, c'était son adversaire politique. Qu'est-ce qui explique donc que les deux se retrouvent héros nationaux? Ce qui explique, c'est que l'histoire d'un pays est tissée de contradictions. Et à certains moments, il faut trouver un compromis ou un consensus qui est relatif sur la manière dont on interprète pour que l'histoire ne reste pas marquée par un conflit permanent. Et vous allez voir que le Cameroun, même 60 ans, 70 ans, après ces événements, a toujours du mal à se réconcilier. Et justement, précisément, quand le président Paul Biya fait prendre cette décision, votée par l'Assemblée nationale, les gens disent on ne peut pas mettre dans le même sac le bourreau et les victimes. Ça veut dire donc que les rancœurs... Il n'avait pas raison? Ils peuvent avoir raison, mais vous savez, la nécessité et la raison d'État fonctionnent à un autre niveau. Par exemple, je vous prends, sortons un peu du Cameroun, je vous prends un pays comme la Côte d'Ivoire. Vous avez vu les affrontements politiques qu'il y a eu entre 1999 et 2011. Comment vous allez construire la réconciliation en Côte d'Ivoire avec la polarisation politique qu'il y a eu et ses conséquences violentes? Si vous n'êtes pas obligé de faire des compromis même boiteux, ce n'est pas possible. Sinon, vous entretenez le conflit. L'un des grands problèmes que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui, c'est qu'elle n'arrive pas à institutionnaliser une phase de réconciliation. Parce que les récits sur les événements politiques sont contradictoires. Et il n'y a pas un effort pour essayer de les concilier au minimum. Parce que si vous restez sur ces schémas-là, ceux qui ont pris le contrôle du pouvoir vont vous dire non, ça c'est les autres là c'était des maquisards. Et nous avons contribué à construire l'ordre. Et du côté de l'UPC, on va dire non, non, ils étaient des fantoches. Et c'est nous qui avons obtenu l'indépendance. Chacun a sa perspective. Mais ce qui est objectif là, c'est que pour la lutte pour l'indépendance, c'est l'UPC qui porte le flambeau. Ça, c'est la vérité. Il n'y a pas là une affirmation idéologique. Ce sont les faits. Les autres partis, s'ils sont ralliés progressivement et souvent même à contre-cœur, ils n'ont pas, peut-être ils ne sont pas allés aux extrémités d'autres pays comme le Gabon, où le BDG de Léon Mba pleurait pratiquement quand on a dit que le Gabon va devenir indépendant. Parce que Léon Mba, lui, voulait un statut qui leur continue à leur attacher à la France. Si vous prenez par exemple André-Marie Mbida, justement, le parce fondateur... que j'allais poser la question, pourquoi Ahmadou Ahidjo est héros national et André-Marie Mbida... C'est le choix qui a été fait. Vous pensez qu'il méritait également d'être héros national? Il aurait pu l'être. Mais vous savez, dans ce choix, il y a des éléments qui jouent. Il y a des éléments d'État. Parce qu'en réalité, les personnages qui sont choisis ont une certaine symbolique. Par exemple, un personnage historique comme le président Ahmadou Ahidjo, vous ne pouvez pas l'effacer de l'histoire du Cameroun, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimez pas. C'est lui qui a assumé la construction de l'État du Cameroun. Mais si vous vous tenez sur la logique de la lutte pour l'indépendance, Ahmadou Ahidjo n'est pas au premier plan, ni son groupe politique, parce que ce n'est pas un problème de personne. Que ce soit le BDC, que ce soit ensuite l'Union camerounaise, que ce soit Poumbida, le BDC, puis les démocrates camerounais, ils n'ont pas été à la pointe comme l'UPC. Il est vrai, je peux finir là-dessus, que quand on parle de cette lutte, il faut toujours aussi tenir compte de la spécificité dans les Cameroun britanniques. Parce que là-bas, la lutte
ou disons la dynamique vers l'indépendance n'est pas passée par un mouvement social armé. Elle s'est jouée dans le cadre de la politique civile. Et l'indépendance, on y est arrivé par une autre voie. Mais même comme on y est arrivé par une autre voie, et malgré le fait qu'une partie des politiciens locaux ont intrigué pour faire expulser les représentants de l'UPC qui étaient allés de ce côté, l'UPC a quand même toujours influencé le processus à travers le One Cameroon Party et les liens qu'il y avait entre le One Cameroon Party et le Cameroon National Democratic Party de John Goufoncha, de Mouna et d'Egbetabi. Allons revoir ces journées dans l'histoire. Vous allez prendre la parole. Vous allez prendre la parole juste après, madame. Permettons à ceux qui sont nés il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, moi, je n'étais pas né à l'époque. Moi aussi, ça fait du bien de réécouter, de revoir le passage de Robin Oumniobé à la tribune des Nations Unies pour demander l'indépendance de notre pays, le Cameroun. Regardez. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, et enfin la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, et enfin la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Alors, c'était le passage de Robin Oumniobé à la tribune des Nations Unies. Il a été clair, hein, il ne passait pas par 4 chemins, il savait ce qu'il cherchait. Si vous le permettez, madame, on a pu avoir un élément de nos confrères du journal Le Monde. Qu'est-ce qu'ils pensaient, eux, le colon, du moins, entre parenthèses, nos amis de Robin Oumniobé, de ce qu'il a été, de ce qu'il représentait à l'époque. Regardons cet extrait. Début des années 50, l'Afrique est encore sous le joug des colons. Alors que les peuples réclament timidement l'amélioration de leurs conditions, un homme va consacrer sa vie entière à lutter pour l'indépendance et l'unité du Cameroun. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, et enfin la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Cet homme, Ruben Oumniobé, est l'un des plus importants nationalistes subsahariens. Il aura pourtant laissé peu de traces dans l'histoire. On a tout fait depuis son assassinat, l'administration française d'abord et puis le gouvernement camerounais, pour effacer ses traces et sa mémoire. Pendant au moins 30 ans, les 30 ans qui ont suivi l'indépendance du Cameroun, en fait, il était littéralement interdit de prononcer son nom publiquement au Cameroun. Une bonne partie de ses écrits ont été brûlés. Ça a commencé à changer après la libéralisation politique en 1990. Oumniobé, Roland Moumié, Ernest Ouandié et Abel Kingé ont été réhabilités. Mais il n'y a pas eu de travail, de mémoire, ni une volonté de promouvoir une recherche visant à réhabiliter véritablement cette période et à écrire l'histoire. Ruben Oumniobé, ou la mauvaise conscience de l'État camerounais, est né en 1913 dans un pays sous protectorat allemand à qui les chefs douala de la côte avaient signé en 1884 un traité d'abandon de souveraineté. En 1919, la conférence de Versailles entérine un nouveau partage du pays. La Société des Nations confie la partie orientale à la France et la partie occidentale à l'Angleterre. Situation qui subsistera jusqu'à l'indépendance en 1960. Une indépendance que Oumniobé ne verra pas, mais pour laquelle il fut un des plus grands artisans. Il rentre à partir de 1944 dans les cercles d'études sociales et syndicales qui avaient été initié par un certain nombre de syndicalistes de la CGT. Il milite de façon très active, il devient d'ailleurs un des leaders camerounais
du mouvement syndical et participe ensuite à la création, avec d'autres leaders syndicaux en 1947, du Rassemblement camerounais, le RACAM, qui est en gros, qu'il a toujours considéré lui-même dans ses écrits comme l'ancêtre de l'UPC. Donc au Cameroun, c'est vraiment le syndicalisme qui a donné naissance au mouvement politique et notamment au mouvement de libération nationale. En 1948, à 35 ans, Ruben Oumniobé fonde l'UPC, l'Union des populations. Alors, on n'a pas choisi cet extrait par hasard, madame, c'est vous qui prenez d'abord la parole, parce que là, on se rend bien compte, dans l'intervention de, je crois que c'est un historien qui a interviewé, que la mémoire de Oumniobé, on a tout fait pour ne pas parler de Oumniobé. Il a fallu, en 1990-91, que le président Biya, le président de la République du Cameroun, redonne, qu'il exhume le nom, la personne de Ruben Oumniobé. Je voudrais tout à l'heure... Vous voulez d'abord réagir à ce que le peuple disait? Oui, pas réagir, bon... Ajouter quelque chose. Allez-y, madame. Qui va dans le même sens, hein, pour dire que Oumniobé, ce qui lui a attiré cette lutte aussi acharnée de l'appareil de l'administration coloniale, c'est qu'il ne voulait pas d'une indépendance factice. Il ne voulait pas d'une indépendance avec conditions. Il voulait une indépendance inconditionnelle, c'est-à-dire une indépendance totale, politique, financière et tout ce que vous pouvez imaginer. Vous pensez qu'on ne l'a pas obtenu là? On l'a pas obtenu. Et vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pose des questions. Voilà. Donc, c'est ça. Et maintenant, vous voulez, qu'est-ce que vous... Alors je demandais, depuis des 60 à pratiquement 91, on n'évoquait pas la mémoire de Ruben Oumniobé au Cameroun. Moi j'étais enfant, mais je voyais ces choses. C'était interdit d'en parler? Ben, c'était interdit, même si n'était pas interdit de manière officielle, mais ça semait de la terreur, de la top dans mon propre village. Là, à Boumyébé, j'ai certains cousins qui, à l'époque, ont réussi à faire des études quand même. À l'époque, il y en a qui ont fait un âme inspecteur du trésor, administrateur civil à l'époque, mais qui avaient carrément refusé, c'est-à-dire qu'on dise qu'ils sont... Ils se sont déplacés, allés ailleurs. S'ils me regardent maintenant, ils savent de qui je... Eux-mêmes, ils se reconnaissent. C'est-à-dire, quelqu'un est né à Boumyébel, mais il refuse. Il te dit qu'il est né à Makaï. Parce qu'il veut avoir une certaine proximité avec... il ne veut pas. Dissocier de... Ah d'accord, ok, j'ai pas compris. Il veut se dissocier parce qu'il se dit que si on sait qu'il est... De Boumyébel, ça va lui créer des problèmes. Ça va lui créer des problèmes. Mais j'avoue que moi je suis pessimiste. Bon, c'est vrai, je n'ai rien été... Originel, ou vous l'êtes encore aujourd'hui? Non, originel, je le suis. Je le suis, ça là. Vraiment, c'est sans zambage, je le suis. Et j'avoue que moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais été confronté à des représailles. Je sais que bon, je ne suis pas allé très loin dans ma carrière de fonctionnaire. Je termine en tant qu'inspecteur de service au ministère des Finances. Mais j'aurais pu, moi aussi, être quelque chose. Parce que je me dis que ça a joué quelque part. Né à Boumyébé, c'est écrit noir sur blanc sur mon acte de naissance. Vous pensez que ça a joué contre vous? Oui, je pense. Je pense. Franchement, je pense. Mais je vous dis, pour répondre à votre question, que c'est vrai. Parce que j'ai vu des grands cousins fuir le village. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont de cette localité. Et qui militent fortement dans le RDPC. Mais qui malheureusement n'ont pas aussi eu grand-chose. Hein. D'accord. Alors, prof, ça veut dire que il y a eu une volonté politique de garder Ruben Oumniobé dans l'anonymat, il me semble, au-delà. Et sans vous couper, oui. Moi j'aurais voulu que le professeur Aboua soit là tout à l'heure, parce que lui il m'a enseigné. Et une discipline, c'est-à-dire c'était quoi les grandes figures de l'histoire.
il n'a pas vraiment jamais parlé de Oumniobé, de bout en bout. Il survolait. C'est la question, c'est justement la question. Il a survolé dans les amphis, il a survolé. Est-ce qu'on peut parler de grandes figures vraiment au Cameroun sans évoquer le cas de Oumniobé? Voilà. D'abord, première chose, pourquoi de 60 à 91, il n'y a pas, on ne veut pas évoquer le nom de Oumniobé? La dame nous fait un témoignage que là-bas, dans son village, dans sa contrée, il y avait même une peur à dire qu'on est ressortissant du même village que Ruben Oumniobé. Et ça prouve également que l'acte du chef de l'État camerounais Paul Biya est un acte fort, parce qu'il accepte de rompre avec une manière qui a été peut-être acceptée de 60 jusqu'en 1991. Et aujourd'hui, Ruben Oumniobé, au-delà de la stèle, il me semble qu'il y a une stèle qui a été construite à Ezeka, mais c'est un mouvement que beaucoup contestent, il y a des contestations. Mais à Yaou, est-ce que vous avez vraiment l'impression que le Cameroun a rendu hommage à Oumniobé, un hommage qui est à la dimension de ce qu'il a fait pour le Cameroun? On parle quand même, et je reprends votre expression, le père de l'indépendance du Cameroun. Oui, mais le problème, monsieur Obama, le problème c'est que les luttes de pouvoir en question n'ont pas encore complètement cicatrisé. Donc, le rapport que le Cameroun a avec son histoire n'est pas un rapport dépassionné. Pourquoi? Première chose, un certain nombre d'acteurs, même si beaucoup sont déjà morts, ne sont pas tous morts. Ils sont encore présents. Deuxième chose, la lutte pour le pouvoir n'est pas seulement une lutte matérielle pour contrôler le pouvoir, les privilèges, les avantages qui y sont associés. C'est également une lutte symbolique. Ça veut dire, celui qui gagne impose sa lecture de l'histoire. Sauf que les conditions dans lesquelles ça s'est passé sont tellement brutales que cette lecture est très déformée. Et ça a un effet sur le pays. Ce dont le pays a besoin, quelles que soient les sensibilités idéologiques, c'est qu'on puisse revenir sur cette histoire et qu'on réduise la conflictualité qu'il y a dans la lecture de l'histoire. Effectivement, il était difficile de parler, et ça a marqué même les programmes d'histoire. Il était difficile de parler de la figure d'Oumniobé. On survolait, comme dit madame, et par exemple, on peut évoquer la figure d'Achille Mbembe, qui précisément dans les années 70, au milieu des années 70, veut faire un travail un peu sur le contexte social, historique. Oui, une maîtrise. Oui. Parler de la naissance de l'UPC. Il va soumettre son sujet au professeur Tiernoba, qui était l'un des grands patrons de l'histoire. Le professeur Tiernoba était d'origine guinéenne, mais a vécu longtemps au Cameroun et a formé beaucoup d'historiens camerounais. C'est un peu difficile. Et il consulte d'autres aînés, d'autres historiens, notamment le défunt professeur Kangé Wane. Et Kangé Wane a été, en tant qu'ecclésiastique, en tant que chercheur aussi, et puis aussi en tant que membre de communautés qui étaient impliquées fortement dans la zone de crise, puisque c'est un pot, c'est un bakoko, il avait un certain nombre d'informations. Et en plus des sources que Mbembe trouvait dans son environnement, parce que c'était un Longonde, parce que là aussi les éléments, son appartenance clanique a été importante, parce que ça lui a permis d'accéder à une mémoire directe de la manière dont le projet d'Oumniobé avait été vécu par les populations de son terroir. Et il a donc accédé à un certain nombre d'éléments qui permettent de comprendre la genèse. Mais cette genèse-là ne limite pas Oumniobé au pays Bassa. Oumniobé n'a jamais été dans une logique où il s'est posé en leader de Bassa. Maintenant, dans l'histoire du Cameroun post-colonial, ce qui prime pour les autorités, c'est de construire l'État, et de construire l'État en fonction de leur lecture. D'où on va donc mettre l'accent, non pas sur le cheminement pour l'indépendance, mais sur la manière dont le président Ahidjo a assis un État dans des conditions conflictuelles et a construit une unité. Est-ce qu'on peut donc dire que l'histoire a été biaisée?
Oui, on peut dire que l'histoire a été biaisée d'une certaine manière. Et on peut comprendre, je crois que c'est Monseigneur Angel Bembe qui voulait écrire la vraie histoire du Cameroun, je me trompe peut-être. Oui, mais bon, il ne pouvait écrire l'histoire que dans des conditions données. Madame se plaignait tout à l'heure, elle est un peu sévère avec le professeur Aboua. C'est que les conditions... Non, le problème c'est que les conditions n'étaient pas faciles, monsieur Obama. Vous savez par exemple que une discipline comme la philosophie a été interdite d'enseignement pendant plusieurs années à l'université de Yaoundé à cause de la figure de Martien Toa. Pourquoi? Parce que Martien Toa avait un positionnement théorique et idéologique contraire à Léopold Sédar Senghor, qui était l'ami du président Ahidjo. Et d'ailleurs, et c'est l'un des paradoxes de la période, sous la période du parti unique sous président Ahidjo, il y a eu de très grandes conférences intellectuelles à l'université de Yaoundé. Il y avait une conférence où le président Senghor est venu faire une conférence à l'université et il avait parmi ses contradicteurs le professeur Thomas Melonet sur les problèmes à la fois de conscience nègre, de littérature et autres. Donc la période n'était pas facile comme vous pensez. Et il y avait des sujets sensibles. Vous ne pouvez pas travailler sur cette question parce que c'est une question qui reste encore délicate. Parce qu'en fait, ce qui s'est joué dans cette période, c'est le contrôle de la souveraineté, avec des luttes très dures. Et c'est une mémoire qui est encore très délicate dans l'histoire du Cameroun. Pourtant, de notre point de vue, il faut évoluer, mais ne pas aussi évoluer dans une logique que les UPCistes affectionnent. C'est-à-dire quoi? On va réhabiliter cette partie de l'histoire. Mais la réhabiliter ne signifie pas, si on veut qu'une autre lecture de l'histoire émerge, qui soit plus complexe, faire le procès de ceux qui ont gagné. Parce que le problème qu'il y a chez une partie des UPCistes, c'est la rancœur de la défaite. Dit que c'est nous qui devions gagner parce que c'est nous qui avons fondé le... Est-ce qu'on peut réellement parler de la défaite de l'UPC? L'UPC a été défaite sur le plan du contrôle du pouvoir. Oui. Parce que l'UPC ne se contentait pas de vouloir lutter pour l'indépendance. L'UPC voulait orienter la gouvernance du Cameroun. Voilà. Par exemple, dans les années 50, l'UPC avait lancé un thème économico-politique sur lequel j'ai un peu eu l'occasion de travailler, qui était ce que Oumio avait appelé le standard de vie des Camerounais. Améliorer le standard de vie des populations. C'est-à-dire pratiquer une économie politique de type providentiel qui prend en charge les conditions des populations pour les améliorer. Et l'ironie du sort, monsieur Obama, l'ironie du sort, c'est quoi? Il a même prévu le plan d'industrialisation. Bien sûr, l'ironie du sort, madame, voilà. C'est que qu'aujourd'hui les gens ne son adversaire politique, le président Ahidjo, a toujours vécu sous la pression de l'UPC et a dû adopter un certain nombre de thèmes de l'UPC. Maintenant, les a-t-il bien réalisés? Ça, c'est une autre affaire. Mais les options, par exemple, que le président Ahidjo prend sur la nationalisation des cadres, ça vient de l'UPC. Tout vient de l'UPC, professeur. Quand le président Ahidjo... Sans vous couper, en 1952, l'UPC parlait déjà des conseils régionaux. Allez dans le statut de l'UPC, allez dans le programme de l'UPC en 1952, dans la décentralisation. D'ailleurs, quand vous suivez le discours de Ruben Oumiobe, qui était intitulé « Ce que veut le peuple camerounais », parce que c'était ça l'intitulé de cette intervention. Ça me permet de dire quelque chose. Vous voyez que c'est hiérarchisé. C'est-à-dire, il veut d'abord la réunification. C'est-à-dire, on avait l'impression qu'il était en avance sur son temps, qu'il voyait très loin. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Si la réunification avait eu lieu à cette époque, est-ce que tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme problème, est-ce que ce serait... Il y aurait quand même eu, madame. Ok, allez-y, pour d'autres raisons. C'est vrai que vous avez terminé, vous voulez poser une question. Oui, non. Ce que madame disait, et c'est là où la lecture d'Oumiobe est très complexe, et en même temps qu'elle est anticipatrice. Oumiobe avait compris la configuration de notre pays que beaucoup de politiciens actuels ne comprennent pas. Il parle du peuple camerounais, mais il appelle son parti Union des populations du Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est à la fois conscient de l'unité
du peuple camerounais, de la transversalité du peuple camerounais, et il est en même temps conscient des spécificités historiques et culturelles dans lesquelles le peuple camerounais fonctionne. Il y a le peuple camerounais, et à l'intérieur du peuple camerounais, il y a les populations du Cameroun. Et une autre chose, dans les compétitions politiques avec ses adversaires, je vous ai parlé tout à l'heure de Guillaume Bissek, il dit qu'il faut éviter les oppositions africaines. C'est-à-dire en fait une compétition politique basée sur les rivalités ethniques, tribales et autres, tout ce que vous voulez. Ça, ce sont des thèmes qui montrent donc qu'il avait une grande profondeur. Oumiobe a été victime de quelque chose qui a touché d'autres leaders, même ceux qui sont arrivés au pouvoir. C'est la vision. C'est-à-dire que comme ils voyaient très loin, la vision. Ça a constitué un problème pour eux. C'est par exemple le problème que Nkrumah, qui a pourtant pris le pouvoir au Ghana, a eu. Nkrumah a vite compris que les conditions d'exercice du pouvoir dans les États d'Afrique faisaient que ces États ne pouvaient pas véritablement prendre en charge les défis auxquels ils étaient confrontés. Et qu'il fallait construire au-dessus un cadre qui allait permettre donc que ces défis soient... Et c'est pour ça qu'il a donc demandé les États-Unis d'Afrique. Aujourd'hui, M. Obama, malgré ce qu'on raconte, on a fait 60-70 ans d'indépendance. Les problèmes qu'il a posés, comme les problèmes qu'Oumiobe a posés, comme les problèmes actuels, sont d'actualité. D'accord. D'actualité. On va avancer. Prof, vous pensez que si c'est Ruben Oumiobe et l'UPC qui avaient géré les indépendances du Cameroun, on aurait un autre pays aujourd'hui? Ce serait différent? On pouvait avoir un autre pays, mais je ne suis pas sûr que le défi essentiel aurait été réussi. Je vais vous prendre justement une expérience qui est assez proche de celle de l'UPC. Le FLN, le Front de Libération Nationale en Algérie, qui a combattu pour l'indépendance de l'Algérie, qui a construit la nation algérienne à partir d'une lutte armée, qui a pris des options de non-alignement d'une politique orientée par le socialisme. L'Algérie a progressé dans un certain nombre de domaines, mais l'Algérie n'est pas arrivée à régler le problème fondamental des sociétés en voie de décolonisation. L'indépendance structurelle, c'est-à-dire fondée sur la puissance économique, technique, scientifique, et la capacité à partir de cette puissance économique, technique et scientifique d'avoir la puissance techno-militaire qui vous permet de défendre votre souveraineté et qui vous permet de contrôler vous-même l'orientation que vous donnez à vos ressources naturelles pour le développement de votre pays. Je prends l'Angola, autre pays que l'UPC a fondamentalement influencé à travers le MPLA. D'ailleurs, ça a été le pays de résidence d'un certain nombre d'UPCistes. Il y a même encore pas mal d'UPCistes là-bas les Bakantons qui ne veulent pas rentrer. Parce qu'ils disent qu'on va les mettre en prison. On parle tous les jours dans WhatsApp. Il y a encore des personnes en Angola. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que tous les jours. Le conflit n'est pas encore terminé, M. Obama. Il y a une partie donc des gens de l'UPC qui sont encore en plein dans le conflit. Ils sont en plein en Angola. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas rentrer au Cameroun sans que leur vie soit en danger. C'est ça. Donc, l'UPC aurait certainement, comme ces mouvements comparables, conduit une politique d'autonomie. Mais qu'est-ce qu'on voit au bout du compte? Quelle que soit la voie qui a été choisie, la voie des collabos, entre guillemets, ou des modérés, c'est-à-dire la voie capitaliste dépendante, la voie socialiste, c'est-à-dire le socialisme révolutionnaire, comme en Algérie, la voie proprement marxiste-léniniste, comme ça a été le cas en Éthiopie et dans d'autres pays, toutes ces voies-là sont revenues trouver au bout du compte le même problème. Aucun des pays d'Afrique n'a résolu le problème fondamental parce que le système international leur interdit, sur la base de leur constitution, de résoudre ce problème. Traverser la frontière technologique, pour le dire en français simple, franchir la frontière du développement et avoir donc les instruments concrets, matériels de la souveraineté. Indépendance économique, en un mot. Pas seulement l'indépendance économique, mais même l'indépendance civilisationnelle. Jusqu'à présent, l'une des choses qui nous bloque, c'est que nous croyons que pour résoudre nos problèmes, nous devons seulement parler dans les termes
qui nous ont été imposés par le colon, ou en fait les puissances qui relaient le colon aujourd'hui, le FMI, la Banque mondiale et tout le reste. D'accord. Il y a une question qui revient toujours. Quand on parle de ceux-là qui sont battus pour les indépendances, on parle des héros méconnus. Tout à l'heure, on a parlé de ceux qui ont été... C'est pas dans tous les pays. Hein. Je parle du Cameroun. Oui, je parle du Cameroun. Vous avez parlé de ceux qui ont été reconnus en tant que tels par l'État camerounais à travers un acte fort du chef de l'État camerounais, Paul Biya, Amadou Ahidjo, Oumiobe, Félix Moumié, Ernest Ouandji. Est-ce qu'il y a des personnes, des figures emblématiques de l'histoire de l'indépendance du Cameroun qui ne sont pas connues? Il y en a plusieurs. Sauf que la logique, c'était de prendre les chefs. Chefs de file. C'était les chefs de file. On ne pouvait pas reconnaître. Il y a par exemple des figures féminines. Madame Gapet, par exemple, Irène, qui a joué un rôle fondamental dans la constitution des organisations féminines de l'UPC. Voilà, dans l'UDFEC. Il y a d'autres figures, même des figures qui plus tard sont plus ou moins rentrées dans le système. Une figure comme Sita Bella, par exemple, première femme à savoir piloter un avion au Cameroun. Il y a beaucoup de figures. Océdé Afanda joue quel rôle? Océdé Afanda a joué un rôle important. Océdé est le premier docteur en sciences économiques de l'Afrique noire. Et c'est lui qui est le précurseur des théories critiques de la zone franc. Dans un livre qui est tiré de sa thèse qui s'appelle L'économie de l'Ouest africain, qui a été publié aux éditions Maspero. Les éditions Maspero, c'est la maison d'édition qu'on appelle aujourd'hui La Découverte. Et c'était d'abord un universitaire, un économiste, et ensuite donc il a commencé à militer. Il est devenu donc l'un des leaders de la deuxième génération, après la génération des chefs historiques. Mais il était déjà, à la fin, il était avec les Oum. Il y a des photos d'ailleurs où il y a Oum Yobe, Abel King, Félix Roland Moumié, ils sont tous ensemble. Il a joué un rôle important et il a décidé d'aller dans la pratique révolutionnaire, c'est-à-dire de faire la lutte armée où il a trouvé la mort en 66. Il a été... Il était de Yaoundé, je crois bien. Non, il était étonné, si vous voulez qu'on utilise ces catégories. Alors, je me trompe peut-être, mais je vois les noms qui reviennent. Est-ce que Monseigneur Ndokmo a joué un rôle dans les indépendances? Pas dans l'indépendance. Pas dans l'indépendance. C'est après que la figure de Monseigneur Ndokmo s'affirme comme... Avant ou après les indépendances? Après. Il n'a pas joué un rôle... Non. Vous savez, il y avait d'abord un problème. Il y avait un conflit très fort entre l'Église catholique et l'UPC. L'UPC, ayant une forte orientation nationaliste révolutionnaire, influencée par le marxisme, était suspecté par le clergé, notamment catholique, qui disait que ça, ce sont des communistes. Et il y avait une vraie guerre idéologique entre l'UPC et l'Église catholique, et surtout le clergé de l'époque. C'était encore le vieux clergé colonial, avec des figures qui étaient des figures, c'est-à-dire des évêques français et autres, bon, non seulement paternalistes, mais clairement racistes. Quand on vous raconte un certain nombre de choses qui faisaient aux gens, vous comprenez un peu l'ambiance qu'il y avait. Il y a une question de Lionel. Donc, il y a donc des figures nouvelles qui arrivent. Oui. Parmi ces figures, il y a l'abbé Jean Zoua qui va devenir Monseigneur Jean Zoua. Ah, l'abbé Jean Zoua a contribué. Oui, il a contribué. Mais après l'indépendance. Après l'indépendance. Ça a été une figure, par exemple, c'est l'un des rares qui s'est opposé au président Ahidjo au moment où le président Ahidjo construisait son hégémonie. Jean Zoua s'est opposé frontalement au président Ahidjo. Donc lui n'avait pas une opposition directe avec le président Ahidjo jusqu'à l'affaire du complot de la Sainte Croix. Vous parlez de Ndokmo? Oui, Monseigneur Ndokmo. Oui. Et il y avait une espèce de rivalité entre les deux. L'affaire de la Sainte Croix, c'est quoi, excusez-moi? Mais c'est le fameux complot de la Sainte Croix qui en réalité est une construction qui est faite dans la perspective donc de neutraliser le dernier grand leader de l'UPC. Et maintenant, les interprétations historiques autour de ce qui s'est passé sont extrêmement variables. Certains estimant, surtout dans les milieux épécistes, que le rôle de Monseigneur Ndokmo n'a pas été clair. Ils estiment qu'en fait, on l'a utilisé pour attirer Ouandji afin de le capturer. Donc le complot, c'est quoi? C'est une histoire tout à abracadabrantesque montée selon laquelle il y a un complot qui est organisé
pour que des anges, j'ai bien dit des anges, renversent le président Ahidjo. Et les anges. Lui, c'est ça, c'est le terme du complot, que des anges vont renverser le président Ahidjo. Et il y a donc deux personnages. Il y a Takala Célestin et Wambo, qui seront mis en avant. Et ils seront mis en avant pour mettre en question Monseigneur Ndombo et aussi Ernest Wandier. En réalité, c'est un montage qui va donc préparer la neutralisation et la fin donc de la lutte pour le monopole. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi cette période est toujours extrêmement délicate à évoquer, même 60 ans après. Parce que c'était une lutte pour le contrôle de la souveraineté. Il y a Lionel Mylène qui pose la question de savoir si le radicalisme de Oumniobé ne serait-il pas à l'origine de la frustration de ses affidés politiques qui certainement en avaient déjà ras-le-bol. Bon, est-ce que c'est ce qui peut expliquer, est-ce qu'il a été d'ailleurs trahi par ses proches? Pourquoi? Oui, il y a eu des trahisons. Il y a eu trahison? Oui, il y a eu des trahisons. De qui? Il y a eu. C'est là où il y a maintenant... Madame, vous ne voulez pas en parler? Je veux voir baisser la... Qui a trahi Oumniobé? Bon, je sais pas. C'est sa femme? Non, il y a eu des trahisons. Il y a eu des trahisons au sein de son entourage. Entourage initiatique. Parce que Oumniobé était initié comme dans l'ordre de sa famille, parce que son père Niobé Nsunga était un grand initié. Et Oumniobé, donc, avait à la fois la culture traditionnelle, la culture chrétienne et la culture révolutionnelle. C'était un composé explosif. C'est-à-dire qu'il était à la fois traditionnaliste, chrétien et révolutionnaire marxiste. Et c'est là où Achille Mbembe n'a pas raison. Parce que Achille Mbembe veut lire la trajectoire d'Oumniobé en éliminant l'élément du marxisme. Or, les cercles d'études qu'évoquait tout à l'heure notre collègue historien Togué sont bien Mintogué, sont bien marxistes. Donc, Oumniobé avec cette culture complexe, et vous ne pouvez pas comprendre son parcours si vous ne voyez pas cette culture complexe. Et il y a un environnement qui a préparé non seulement Oumniobé, mais la révolte dans tout le sud, pas seulement en pays Bassa, en pays Ngumba, en pays Boulou, avec les missions protestantes. Et il y avait aussi le Nord Cameroun, parce qu'on oublie que même si l'UPC n'était pas dominant, il y avait des partis alliés, disons satellites de l'UPC au Nord Cameroun. Je voulais savoir s'il a été trahi. Voilà, revenons à la trahison. C'est important de le comprendre. Il a été Bobo Ayatou, de la famille, qui est justement, qui est resté même jusqu'à la nouvelle UPC avec ses complexités des années 90. Oumniobé a été trahi. Par qui? Par ceux qui vont animer ce qu'on appelle l'UPC légal. Je ne suis pas là pour stigmatiser. Augustin Frédéric Kodok, est-ce qu'il était là? Non. Kodok n'était pas là, il faisait ses études en Europe. Il n'était pas là-bas. Mais il avait commencé à se dissocier parce qu'en fait, le conflit de Kodok avec l'UPC naît au moment où Oumniobé est déjà mort. Il ne s'entend pas avec Félix Roland Moumié, qu'il a envoyé conseiller Lumumba au Congo. Et Kodok estime qu'il veut l'envoyer à la mort. C'est comme ça donc que la brouille qui avait commencé se renforce et finalement Kodok sort dans des milieux de l'UPC. Et c'est peut-être ça qui est à l'origine aujourd'hui de... Donc, ce sont les porteurs de ce qu'on va appeler l'UPC légal, c'est-à-dire ceux qui ont accepté donc de jouer le jeu institutionnel. Les collabos de l'UPC. Oui, c'est comme si vous voulez vous appeler ça les collabos, ça c'est votre langage. L'UPC légal, c'est cette UPC, n'est-ce pas, qui fonctionne encore sur les bases, sur la base des statuts. Ça fonctionne encore l'UPC? Oui, mais oui. On parle pas des années actuelles, on parle des années 60. Bon, c'est-à-dire les années 60, avec des figures comme Maïma Type, avec Pierre-Paul William Higen et Maotou, PPW, avec Dika Akwa. C'est cette UPC qui, elle, va jouer le jeu institutionnel. D'accord. Et qui va se dissocier de l'autre UPC. Si vous voulez. Alors, il nous reste très peu de temps. On n'a pas vu le temps passer. On va accueillir Janice dans 5 minutes. Mais avant, je voulais vous donner justement la parole. Vous ne voulez pas parler des détails. Le prof dit que Oumniobé a été
trahi. Par qui? Parce que moi, je partage avec vous quelques recherches que j'ai faites avant l'émission. Certains parlent de... Vous savez, quand j'étais enfant, oui. Ce que vous avez vu quand vous aviez 5 ans, ce que vous avez entendu quand vous aviez 5 ans, vous ne pouvez jamais l'oublier. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce que je mens? Quand moi j'étais enfant, j'entendais ma mère parfois demander à mon père, lui poser la question, dis-moi un peu, qu'est-ce que vous faisiez même en bourse? Et chaque fois que ma mère lui posait cette question, mon père entrait dans une courroux pas possible. Donc il ne voulait pas en parler. C'est bien qu'un jour il lui a dit que ne me pose plus jamais ce genre de questions. Ce ne sont pas les affaires de femmes. Donc moi je vous dis. Vous n'en savez rien. Je n'en sais rien. Est-ce que, puisqu'on sort de l'émission, on sait. Puisqu'on sort de l'émission, je vois que vous êtes UPCiste dans l'âme. L'UPC originel de Oumyobé, rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que, selon vous, l'État camerounais doit faire, puisque nous sommes en pleine semaine nationale? On parle nous sommes dans l'optique de conserver, de consolider, de préserver l'unité nationale. Et cette préservation doit également se faire en réparant peut-être les erreurs du passé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le personnage de Oumyobé, la figure de Oumyobé soit connue par les jeunes et qu'elle mérite, qu'elle ait un rayonnement qu'elle mérite en fonction de ce qu'elle a fait pour le Cameroun? La personne, autant pour moi. Vous savez, M. Obama, dans la vie, c'est la conception d'une chose qui est plus difficile. Quand c'est conçu, quand c'est planifié, la mise en œuvre est très facile. Oumyobé était un patriote, était un nationaliste. Et son nationalisme, c'est-à-dire celui de l'UPC, était actif, était ardent. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque vous preniez l'article 1er des statuts de l'UPC, tout y est. Tout le programme de l'UPC s'y trouve. Programme politique, économique, social, culturel. L'UPC a pensé le Cameroun de telle manière que je dis que même le plan d'industrialisation, la décentralisation, tout y est, tout a été pensé, conçu, construit, planifié. Aujourd'hui, ce n'est pas une honte que de prendre ça donc maintenant, de mettre en œuvre. Parce que quand moi je regarde les partis politiques, y compris le parti au pouvoir, c'est-à-dire c'est chacun qui va dans le programme de l'UPC grappiller quelque chose, essayer d'aller reformuler à sa façon pour brouiller les cartes, pour tricher avec les mots, alors que c'est ça. Quand on me parle de grandes ambitions, les grandes ambitions c'est quoi? C'est dans la tête. C'est une pensée, c'est pas du concret. Quel est le contenu des... Non, attendez. On ne fait pas... Attendez. On n'évalue pas les grandes ambitions. Attendez, on n'évalue pas. Mais c'est quoi ça? Vous n'avez pas répondu quand on me parle maintenant de grandes réalisations, je vois l'industrialisation, je vois la nationalisation, je vois la décentralisation sous une autre forme. Prenez donc ça maintenant, mettez en œuvre, même si vous ne voulez pas associer l'UPC. Mais je sais une chose, quelqu'un ne peut pas avoir construit sa maison avec clé en main. Et tu viens entrer dans cette maison sans qu'il te passe la clé, sauf si tu y entres par... la petite porte. Par infraction ou par infraction, la petite porte. Merci beaucoup. Par la petite porte. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose que de copier, que de dupliquer les bonnes pratiques, mais vous ne pouvez pas le faire sans la personne qui a pensé sa chose. Ok, mais la personne qui a pensé sa chose est là. Il y a quelques militants de l'UPC qui ont été au pouvoir. Attendez, du moins, aujourd'hui, moi je n'ai pas honte de dire ici que l'UPC, tous les Camerounais sont UPC. Que vous le vouliez ou pas, ça c'est une vérité.
Même ces hommes du pouvoir, chacun a des velléités upécistes qui sommeillent en lui. D'ailleurs, ils le savent. C'est pour ça qu'ils font tout pour torpiller l'UPC. Parce qu'ils savent que Oumiobe avait dit que la seule condition de réussite de l'UPC, c'est s'unir. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils font tout pour injecter, n'est-ce pas, comment on appelle, des infiltrés, comme ceux qui font de la jactance là, tous les jours. Vous ne la connaissez pas. Ces nombreux secrétaires généraux là, qui ont pour seul but d'entrer au gouvernement. Pour y aller faire quoi? Pour y aller dire quoi? Si vous n'êtes même pas capable, n'est-ce pas, de construire ce que les pères fondateurs de l'UPC ont laissé, ça ne vaut pas la peine. L'UPC est à la recherche d'un homme charismatique. Et un jour, ça va arriver. On y croit. Justement, on ne s'oppose à rien. Nous sommes pour la construction. C'est compris, madame. On sort par là deux petites anecdotes. Peut-être que vous allez nous éclairer sur la question. Première chose, il s'est dit que le président Biya, peut-être qu'il a les UPCistes étaient UPCistes au départ. Non, ça c'est pas démontré. Il n'y a pas une preuve formelle qui le dit. Et au-delà, il s'est dit que Oumiobe a fait une déclaration avant de mourir. La fameuse prophétie. La prophétie, il a dit qu'il y a... Bon, est-elle vraie, est-elle pas vraie? Est-ce qu'il y a des traces de cette prophétie-là? Il y a les traces. De toute façon. Il y a les traces, on peut le prouver. En tant que récit social faisant partie de la mémoire, moi je connais cette prophétie depuis au moins 45 ans. Je l'ai entendue quand j'étais enfant, dans les années 70. J'entendais déjà... Qu'est-ce qu'elle disait, vous vous rappelez la prophétie? Non, c'était la prophétie sur la succession des présidents du Cameroun. Un jeune qui viendra... Mais non, ça c'est la fin. Hein. Les lectures sont plus complexes que ce que les gens en disent. On n'est pas venu pour ça ici. Vous le rappelez? Le jeune qui va venir n'est pas n'importe quel jeune. C'est ça. Ce jeune-là vient de quelque part. Il vient de quelque part. Lire la ça. prophétie. Il vient de quelque part. Et il ne vient pas du pays. Il ne vient pas du pays. Ça, c'est clair, prof. La prophétie dit qu'il y a la un jeune... La prophétie dit, ça c'est l'affaire, Ernest. Oui, qu'est-ce qu'elle dit? La prophétie dit que le premier règne va durer entre 20 et 25 ans. Et que l'homme à la robe longue va se lever un jour de lui-même et dire qu'il ne veut plus de pouvoir. Prophétie. La prophétie dit, le deuxième règne va durer très longtemps. Il y aura effusion de sang. Il y aura la pauvreté. Il y aura des détournements des deniers publics. Mais il y aura des habits. C'est-à-dire, on vous apportera les habits même au seuil des portes. Mais on voit ça partout. Mais il y aura grincement dedans. Le deuxième pouvoir. Et le troisième, qui va durer. Le troisième, c'est ce que le prof dit aussi. Un jeune viendra d'ailleurs. Ah, c'est pas un Camerounais alors? Mais est-ce que on vous dit qu'il y a les Camerounais partout, vous ne comprenez pas quoi? Bon, on vous dit qu'il y a les Camerounais partout. On ne peut pas spéculer sur le jeune là. Il n'est pas encore là alors. Vous savez, il y a des gens... Il est déjà là. Moi, je vous il est déjà là. Ce n'est pas capable. Donc on pourrait penser qu'il causait avec Dieu. Il y a des gens comme ça. Quand il dort, vous allez... Attendez, vous avez... Si j'écoute le prof, je vois de qui vous parlez. Hein, est-ce que vous avez déjà lu Entrevue outre-tombe de Louis-Marie Pourquoi? Vous l'avez lu? Poète. Pas encore, si vous l'avez lu. Entrevue d'outre-tombe. Vous l'avez lu? Pas encore. Ok. Merci. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur Oumiobe aujourd'hui. On n'a pas vu le temps passer. Hein. C'est tellement... Oui, il y a rapidement un point qui a été évoqué sur le radicalisme. Voilà, la question qui a été posée par Lionel Mylène. Oui, en fait, il y a eu un conflit quand même au sein de l'UPC parce qu'il y avait des gens qui voulaient transformer en rente leur engagement et qui se sont brouillés avec Oum et c'est eux qui l'ont trahi. D'accord.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet. On va prendre une respiration à la régie et on va accueillir Janice Kamga. Il n'y a pas de fact-checking aujourd'hui. Il y a plutôt des petites histoires autour de Ruben Oumiobe. À tout à l'heure. Attendez d'abord qu'on finisse. On n'est pas. Merci beaucoup. Retour sur le plateau. On a été rejoint par Janice Kamga. Janice, bonsoir. Bonsoir Ernest. Ça va? Bonsoir, bien, merci. Votre oncle n'a pas été dans la lutte armée aussi? Non, pas n'est pas dans la lignée de Félix Moumier non. ou... Par contre, mon grand-père maternel était un ancien combattant. Ancien combattant? Dans le maquis? Non, pas dans le maquis. D'accord. Ernest. Allez, on fait le fact-checking autour des petites anecdotes autour de Ruben Oumiobe. Il s'est dit que Oumiobe était polygame. Il a résidé sur le maquis avec ses 2 épouses. C'est vrai ou c'est faux? Attention, il y a quelqu'un qui peut vérifier à côté. Voilà, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Oumiobe a eu 2 épouses qui sont encore vivantes d'ailleurs et qui vivent dans son Nyongwikele natal, dans la localité d'Ezeka. Alors, la première épouse, c'est elle qu'on verra en image avec le concours de la réalisation. Son nom, c'est Marthe Ngomayak, exactement, nonagénaire. Elle s'est mariée en 1944 avec Ruben et de cette union est né leur fils Daniel. La deuxième, on va l'apercevoir, c'est Maringonjok Yebga, ici en image. Les 2 femmes vivent aujourd'hui dans des maisons situées à une dizaine de mètres d'intervalle à Ezeka, mais elles sont très peu prolifiques sur l'intimité de leur vie de couple avec le héros Oumiobe. À la question de savoir si elles ont toutes les 2 vécu le maquis aux côtés de leur époux, suivant cet éclairage d'un homme politique camerounais. Il s'appelle Anissé Ekane, président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le Manidem. Nous l'écoutons. En réalité, il n'y a qu'une seule femme avec laquelle Oum est allé au maquis, c'est la maman de Daniel, qui était tout jeune, sous maquis. L'autre femme, Oum la voyait, mais elle n'a jamais été sous maquis. Donc, Oum ne s'est jamais retrouvé sous maquis avec 2 femmes. Et que c'est faux alors? Oui, il était avec une seule femme dans le maquis. Je peux dire quelque chose. Allez-y rapidement, madame. C'est pas maman Martha, hein, la mère de Daniel. C'est maman Marie à la deuxième. Qui, elle n'était même pas officiellement mariée, mais c'est elle qui était sous maquis avec son mari. Maman Martha, elle était dehors. Mais c'est elle l'aînée, c'est la maman de Léa, la fille aînée. D'accord. Alors, dans le maquis, Oumiobe et son entourage consultaient les oracles. Il s'est dit qu'il tirait son pouvoir. On a parlé un peu du sujet au cours de l'émission. Dites-nous. Alors, il se dit, entre autres fables, entre autres mythes et anecdotes, que Oumiobe était invincible. Alors, visiblement, non, puisqu'il n'est plus des nôtres. Alors, il se dit que Ruben et les siens étaient des adeptes assidus des oracles pour savoir, par exemple, quand sortir ou pas du maquis, comment contourner les pièges et les manipulations mises en place par la puissance coloniale. Il se dit même que c'est grâce à cette bonne aventure qu'il aurait mené contre vents et marées son rôle prépondérant dans la conduite du mouvement nationaliste au Cameroun. Non seulement il disparaissait, disait-on, face à la menace, mais également les balles ne l'atteignaient pas. Suivons une fois de plus Anissé Ekane sur le penchant de Ruben Oumiobe pour les oracles et les rites traditionnels animistes. On retiendra ceci de cet extrait. Oum était quelqu'un de très libéral, tolérant. Donc, il laissait Maïmatip consulter les oracles, mais je crois que Oum n'y croyait pas beaucoup. Il est pratiquement établi qu'il n'y croyait pas beaucoup. D'ailleurs, les résultats de ces oracles se sont avérés par la suite plutôt catastrophiques.
pour la lutte. Alors au sujet de son invincibilité, on retient cette citation forte de Ruben Oumiobe qui disait « Un peuple décidé à lutter pour sa liberté et son indépendance est invincible ». Le prof n'est pas très d'accord avec Anissi Ekane. Non, Oumiobe consultait les oracles, parce que je vous ai dit qu'il avait la culture traditionnelle. D'accord. Et dans la culture traditionnelle, ce n'est même pas spécifique au Bassa. Ça existe chez les Ekambeti, ça existe chez les Bamileke. Il y a la culture de la divination par l'araignée, le Ngambi, tout ce que vous voulez. Par l'araignée? Oui. Oui. Était un initié. D'accord, ok. Même les Baoum. On va sortir de notre fact-checking avec cette dernière info. La répression de l'UPC au Cameroun est passée par un génocide. Les récits parlent de bombardements en napalm. C'est fait que on a parlé un peu de génocide tout à l'heure. Alors c'est difficile à dire puisque plusieurs thèses et sources s'affrontent à ce propos. Nous avons recueilli de sources documentaires, notamment du Jeune Afrique du 5 octobre 2015 où Georges Dougueli revient sur la répression féroce qui s'est abattue au tournant de l'indépendance sur les militants nationalistes de l'UPC. Selon ce document inédit, même si la France ouvrait ses archives aux historiens, il serait difficile de faire la lumière sur cette guerre. La répression a fait de nombreuses victimes, mais nul n'en connaît le nombre exact. Même les estimations sont contestées. L'écrivain Max Bardet, parlons-en, par exemple, dans son livre « Ok Cargo », publié aux éditions Grasset en 1988, il affirme dans cet ouvrage « Ils ont participé à un vrai génocide en Afrique centrale. En 2 ans, l'armée française a pris le pays Bamileke du sud jusqu'au nord et l'a complètement ravagé. » Il poursuit, ils ont massacré 300 000 ou 400 000 Bamileke, ils ont pratiquement anéanti la race, les villages avaient été anéantis. Pour les auteurs de l'ouvrage Cameroun, ce bouquin n'est rien d'autre qu'une fiction présentée comme une réalité dans le seul but de régler des comptes. On parle d'un acteur camerounais cette fois-ci, il s'agit du général Pierre Semengue qui a intégré l'armée en 1961 et pour lui il n'y a pas eu de massacre de masse, il met quiconque au défi de prouver qu'il y a eu génocide. Il confie au journal Jeune Afrique que pour vaincre une rébellion, on ne procède pas par un génocide mais par un retournement de l'opinion comme ce fut le cas ici. Pour lui, ce sont les maquisards qui pillaient, assassinaient, enlevaient des jeunes hommes pour les envoyer combattre, entre autres. Là, c'est sans commentaire. Le prof a dit qu'il y a encore quelques éléments conflictogènes. Le schéma que le général évoque, c'est celui qu'on enseigne dans les écoles militaires, c'est la guerre contre-révolutionnaire, qui consiste à retourner la situation. Votre micro ouvert, madame, c'est comme il la passe à la télé. Au dépend du mouvement révolutionnaire. Max Bardet, dont on parle, en réalité, c'est un Français qui a été un pilote d'hélicoptère et qui a donc conduit les opérations dans la zone. Bon, maintenant, sur quoi repose sa comptabilité, on ne le sait pas. Ce qui est sûr, il y a eu une répression d'un mouvement insurrectionnel populaire ne peut pas se faire sans qu'il y ait beaucoup de morts. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a des morts qu'il y a le génocide, parce que le génocide est une criminalité spécifique où il y a un projet d'extermination d'un ensemble de personnes en raison d'un certain nombre de leurs traits culturels. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait eu un génocide, parce que le génocide suppose d'abord qu'il y ait une doctrine d'extermination. Il n'y a pas de génocide sans doctrine d'extermination et sans opération planifiée de liquidation des personnes qu'on va tuer. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, mesdames, messieurs. Je rappelle que c'est une série d'émissions consacrées à la fête nationale au Cameroun. Aujourd'hui, on est revenu sur le personnage et sur la figure historique, le père de l'indépendance du Cameroun, Ruben Oumiobe. Demain, nous parlerons
des migrations internes au Cameroun. Comment on va même faire la lumière sur notre passé commun? Vous allez découvrir des choses incroyables. Et demain, nous serons avec le professeur Onanguini, avec un autre professeur d'université, un anthropologue. Ils vont nous retracer nos mouvements migratoires au Cameroun. Et vous vous rendez peut-être compte que nous sommes un, contrairement à ce que certains pourraient penser. Madame, on va vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. Vous voulez m'offrir votre livre, là, Cameroun? Non, je voulais opposer à ce qui est dit dans l'autre livre, là. Comme le professeur disait, c'est chacun qui écrit ce qu'il veut. Hein. D'accord. On vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Et bien des choses à vous. C'est un privilège d'avoir quelques liens avec Ruben Oumiobe. Professeur, on se donne rendez-vous demain à la même heure. Je rappelle à tous nos téléspectateurs. Demain, l'anthropologue sera là demain. J'espère, je pense qu'on verra même l'éventualité d'éviter également le professeur à bois demain, parce que là également il peut intervenir sur les mouvements migratoires. Je pense qu'il peut avoir, il a la légitimité et l'expertise pour intervenir là-dessus. Janice, on va vous remercier également d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. La brillante Janice Kamga, diplômée de l'ESTIC. C'est pas donné, n'est-ce pas? Rédacteur en chef adjoint des Big News 1. Allez, on va retenir ce soir, mesdames, messieurs, la France a le général de Gaulle, les États-Unis ont Martin Luther King, l'URSS, c'est qu'on appelle aujourd'hui la Fédération de Russie, a eu Gorbatchev, le Congo, l'ancien Zaïre a Lumumba, l'Afrique du Sud Mandela, le Cameroun a Ruben Oumiobe, c'est lui qui est le père de notre libération et de notre indépendance. Et c'est de lui qu'on a parlé aujourd'hui pour permettre aux jeunes générations de savoir qui il était, à quel niveau, quelle a été son implication dans la libération et l'indépendance du Cameroun. Vous avez suivi les uns et les autres sur la question. Sa mémoire, son œuvre a été mise en berne pendant pratiquement 30 ans, mais le chef de l'État l'a exhumé, ressuscité à travers un acte fort en 1991. On vous remercie d'avoir suivi le programme. On se donne rendez-vous demain à la même heure, à 21h sur les antennes de Big News 1. Je rappelle encore que demain, nous parlerons de migration interne au Cameroun. Lumière sur notre passé commun. Mercredi, nous parlerons des langues. Sont-elles un frein pour l'unité nationale? Et puis jeudi, on vous présentera un document exceptionnel sur le rôle joué par le président Biya dans la consolidation et la préservation de l'unité nationale au Cameroun. Mesdames et messieurs, on vous souhaite une bonne soirée en compagnie des programmes de Big News 1. Le meilleur, c'est ici et nulle part ailleurs. Bel bonsoir.